bienvenue, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je suis avec Marc-Wilfried Kouadio, alias Willy Kazama, qui est danseur traditionnel et urbain africain, qui vient de Côte d'Ivoire, qui a un parcours très très intéressant. Et en fait, j'aimerais beaucoup qu'il nous parle de son parcours et tout, parce que il y a beaucoup de choses à apprendre des danses traditionnelles et des danses urbaines et de comment l'un influence l'autre, comment les choses interagissent entre elles. C'est des questions qui sont, je pense, très importantes. On a pu aborder dans le spectacle Matière Première dont tu fais partie, donc on a créé ensemble en 2023 et qu'on va aborder encore plus dans ton solo Superstra qui va être créé en janvier 2024 et où vraiment c'est le thème, c'est l'idée, c'est de montrer comment en fait une langue peut influencer une autre langue. C'est la signification du mot Superstra en linguistique. Et là, on parle vraiment de finalement les danses, enfin tout ce qui est traditionnel, comment en fait ça donne vie à autre chose selon les circonstances. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ton parcours et qu'après ça nous aide à comprendre comment on en arrive un jour aux danses urbaines. Et en fait, ce phénomène qui est, je pense, assez facile à comprendre en Afrique et à travers ton parcours, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre aussi comment c'est un phénomène universel qui dépend de territoire et de transmission. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire comment tu as commencé la danse et comment tu as appris, avec qui tu as appris, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Merci de me faire asseoir sur ce beau canapé. Il est bien. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, c'est Marc-Wilfried Kouadio. Je suis danseur, interprète ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je danse depuis l'âge de 8 ans. J'ai fait ma première grande scène à l'âge de 8 ans à travers une émission télévisée culturelle au pays qu'on appelle Wozo Vacances. C'est une compétition qui met en valeur la culture ivoirienne, c'est-à-dire la danse, les contes, les faits de société, et on utilise, bon, comment je vais dire, quelques aspects de cette émission pour imiter, des artistes chanteurs ou des présentateurs télé, oui, des présentateurs télé, et c'est très, 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 très instructif parce que ça pousse l'enfant à faire des recherches sur la personne qu'il doit imiter. Ça pousse l'enfant aussi à se comporter comme cette personne. Donc, la personne devient le modèle de l'enfant pendant toutes les vacances. Parce que l'émission aux vacances se fait pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, il y a chaque enfant qui se concentre sur une personnalité, c'est-à-dire un présentateur télé, un chanteur, ouais, c'est ça, ou un chanteur. Et après, dans l'émission, il y a des enfants qui imitent des artistes, chanteurs, et derrière eux, il y a un playback qui se fait. Il y a des danseurs. Prends un enfant pour imiter le chanteur et derrière les danseurs. C'est comme un concert. Et nous, on est soit les danseurs, soit l'enfant qui imite. Moi, j'ai pas eu la chance de ressembler à un chanteur. Donc, je dansais, j'étais derrière, je dansais et il y avait des chorégraphies, des entrées et sorties où il fallait faire travailler vraiment son imagination pour créer un décor à couper le souffle parce que tous les groupes font pareil. Tous les groupes font pareil. Et ce sont les personnes qui sont très, 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 très créatives qui vont remporter la compétition. Et ça mettait des communes de la ville d'Abidjan et d'autres villes. Donc, c'était une compétition sous-régionale où toutes les villes et les communes d'Abidjan
y participaient. Et Et du franchement, coup, tu as c'était... rencontré, tu as voyagé aussi au sein de la Côte d'Ivoire avec cette émission, si j'ai bien compris. Oui, oui, Tu parce as que rencontré des gens qui faisaient d'autres danses. qui faisaient d'autres danses, disons, oui, effectivement, parce que dans Wozo Vacances, un groupe choisit une danse à faire. C'est-à-dire quoi? Je vais vous dire comment ça fonctionne à Wozo Vacances. Wozo Vacances, il y a le playback. Il y a la partie où il faut imiter les présentateurs télé. Il y a la partie également où il faut faire le conte, le fait de société, c'est-à-dire une partie un peu plus théâtrale. Et il y a la partie danse traditionnelle. Il y a une partie où on essaie de mettre sur scène les, les cérémonies qu'on fait au village, les cérémonies souvent juste festives ou très, 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 comment je vais dire ça, spirituelles ou rituelles. On essaie d'imiter ça sur scène. Mais avant tout, chez nous, en Afrique, tout est sacré. Donc, ce que tu vois au village, il ne faut pas te balader avec ça en ville. Ce qui fait que, avant de se mettre sur scène pour imiter ces masques ou ces trucs qui sont très, très, très sacrés, on part d'abord dans le village pour parler aux sages, aux grands, pour qu'ils nous donnent leur permission. Et puis, on le fait maintenant sur scène. Sinon, il y a des malheurs ou il y a quelque chose qui arrive en vrai. Ok, donc en fait, dans cette formation, dans cette émission, qui a été une formation pour toi, tu as travaillé les danses traditionnelles et aussi des choses beaucoup plus populaires comme l'imitation de stars, quoi. Ouais. Et du coup, peut-être on va revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est les danses traditionnelles? Est-ce que tu peux donner une définition et nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un masque et comment ça se passe? Qu'est-ce que les choses peuvent vouloir dire? À quoi elles servent? La danse traditionnelle, c'est la danse qui est l'identité d'un peuple. Je pense que c'est l'identité d'un peuple, puisque la danse, d'abord, elle existe depuis longtemps et elle est traditionnelle parce que ça appartient à ce peuple-là. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies et chaque ethnie a minimum 3 danses. Ça fait plusieurs danses. Et dans le village, chaque cérémonie ou chaque circonstance a sa danse. Si on doit implorer, par exemple, les divinités pour avoir de l'eau, pour avoir une longue vie ou pour veiller sur les nouveau-nés, c'est parce que ça se fait aussi pour veiller sur les nouveau-nés, parce qu'il arrive des moments où les enfants, dès qu'ils naissent, ils meurent. C'est dû à la colère des divinités ou je sais pas, mais ça arrive. Donc, chaque situation a sa danse et chaque danse est liée à une sonorité particulière. C'est-à-dire, il y a une musique qui va avec ces danses, il y a une musique qui va avec ces danses, ces mouvements de danse. Et je pense que c'est ça qui est la danse traditionnelle, parce que c'est vraiment rattaché au peuple. Comme tout ce qui caractérise le peuple. Si le peuple a faim, le peuple fait une danse de la faim. Si le peuple est rassasié, le peuple fait une danse de rassasié. Donc, je pense que c'est le fait de danser comme ça à chaque moment pour sa vie même. Parce que chaque étape de la vie a une danse. Donc, c'est ça qui devient la danse traditionnelle. Ça devient une tradition. C'est une tradition, donc c'est ça qui est la danse traditionnelle. Et qu'est-ce que c'est les masques? Je dirais que les masques sont comme des il y a plusieurs significations. Les masques sont une, une interprétation des ancêtres. Dans un premier temps, les masques sont une interprétation des ancêtres. Les masques sont une interprétation de la divinité.
compris, les masques sont une interprétation d'un juge. Au village, dans les campagnes, il n'y a pas de procès où on t'envoie à convocation. Non. Si tu as fait quelque chose, on va dire au chef du village et le chef du village fait un conseil et tout le monde vient et il fait sortir le masque. Le masque, il est sage, le masque, il est juste. Ce que le masque dit, c'est ça. Si le masque dit, toi, tu as volé, c'est que tu as volé. Et si tu n'as pas volé, c'est que tu t'apprêtes à voler. C'est comme ça. Un masque, c'est pas seulement un masque comme nous on connaît sur le visage, c'est toute une tenue en fait. Tu peux décrire un tout petit peu un type de masque par exemple? Les masques, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme une divinité. Donc on essaie de le sculpter avec l'imagination, avec du bois, avec du fer, avec plusieurs matériaux. On essaie de donner un bon aperçu. On essaie de donner un bon aperçu pour que ce masque-là signifie tout à la fois. C'est-à-dire, si le masque signifie la bravoure, si le masque signifie la sagesse, si le masque signifie la force, dans la sculpture qu'on fera, il y aura une représentation de la force, de la bravoure, de tout en même temps. Et c'est peut-être par des animaux, par, qu'est-ce que je vais dire, du fer, mais c'est vraiment artistique, c'est purement artistique. C'est pas que du bois, il y a du cuivre, il y a beaucoup de choses qui constituent le masque. Le visage du masque, et en plus de ça, il est aussi vêtu de raffia. Il est aussi vêtu de raffia très souvent. La plupart des masques ont des raffias pour essayer de symboliser un peu la forêt, la brousse. C'est ça. C'est ça, selon moi. Alors toi, t'es né à Abidjan. Mm. Comment ça se fait que tu fais des danses traditionnelles et surtout pourquoi t'en fais plusieurs? Là, chez nous, la danse urbaine, quand tu fais la danse urbaine, d'abord, quand tu fais la danse urbaine, c'est pour montrer que tu sais danser, c'est tout. Mais quand tu fais la danse traditionnelle, c'est pour montrer que tu es fort. Il y a la différence. Danse urbaine, tu sais danser, mais danse traditionnelle, tu es fort. Tu es vraiment. Tu es fort en danse ou tu es fort tu, comme personne? tu es fort en danse. Parce que la danse traditionnelle, d'abord, faut être. Avant, au départ, c'était pour les initiés. C'est-à-dire ceux qui font la danse traditionnelle, ce sont des initiés, des gens qu'on a mis dans la forêt, qu'ils ont lavé avec de l'eau sacrée pour pouvoir danser comme ça, souvent sous, comment je vais dire, ils sont souvent hypnotisés parce que c'est pas vraiment eux qui dansent, ou peut-être ils dansent sans se fatiguer parce qu'ils sont possédés. Donc, il y a vraiment tout ce truc autour. Donc, une fois que toi, tu sais danser sans être initié, c'est que tu es fort. Tu es un danseur très fort. Mais est-ce que tu peux t'autoriser à faire une danse traditionnelle sans avoir été adoubé par un ancien initié ou comment c'est vu ça? Enfin, comment ça se passe? Là, je vais dire maintenant merci à l'émission Ozo Vacances parce que c'est à cause de Ozo Vacances que nous, on a connu les autres danses, on a vu, on a appris. Parce que les dévanciers de Ozo Vacances ont été des danseurs également, des danseurs de masque, des danseurs initiés, des danseurs de formation qui sont devenus chorégraphes et ont décidé de faire leur groupe également pour former d'autres personnes, pour les faire danser pareil comme eux et pour avoir de l'argent parce que c'était une compétition. Et avec eux, on a appris beaucoup de choses. On a appris plusieurs danses en même temps. Puisque quand tu choisis ta danse traditionnelle que tu dois représenter à Ozo Vacances, c'est pas seulement cette danse que tu apprends. Parce que il y a plusieurs étapes.
dans la compétition, il y a les présélections, il y a les manches éliminatoires, il y a la demi-finale et il y a la finale. Tu peux pas venir avec les mêmes choses tout le temps. Tu changes. Et quand tu changes, tu essaies de chercher aussi d'autres danses. Tu t'intéresses à d'autres traditions parce qu'on ne peut pas tout connaître. Mais les plus, comment je dis, les plus intéressantes, les traditions les plus intéressantes, les danses les plus intéressantes, c'est ce qu'on choisit puisque c'est ce qui donne envie aux enfants de danser. Surtout parce qu'on était enfant, on ne veut pas se mettre dans on va pas aimer être dans une danse où on est assis seulement, on se regarde ou non. Il faudrait aussi que l'envie de l'enfant soit comblée. Donc, en danse, ce qui est intéressant, ce qui est chic à voir, la façon dont présentement tout le monde veut danse des TikTok parce que c'est chic. C'est comme ça, nous aussi, quand on était jeunes, on veut danser ce qui est chic à voir aussi. Donc, c'était comme ça. Et à travers chaque étape de la compétition, on apprenait plusieurs danses. Et c'était les dévanciers qui avaient des informations, qui prenaient des renseignements, qui allaient voir les sages de chaque village pour prendre des bénédictions, pour prendre des permissions. Et puisque c'était aussi une façon de représenter le village et la tradition de ce village, ça passait crème, quoi. C'était bien. C'est comme ça qu'on a appris plusieurs danses de plusieurs régions du pays. Toi, tu penses que tu connais à peu près combien de danses traditionnelles? Soit je connais pas la moitié, je connais même pas le tiers, c'est pas possible. Il y a combien de danses ethniques en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux faire un petit Comme topo? je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 60 ethnies et chaque ethnie a minimum 3 danses. Donc si la Côte d'Ivoire est née devant toi, tu peux pas connaître toutes les danses. Mais du coup, tu vas connaître quelle danse? Tu vas connaître les danses de. Enfin, toi, en fait, quelle danse t'as connue en premier et pourquoi? Est-ce que c'était les danses de ta famille, les gens que t'as fréquentés? Et bien sûr, il y a le choix aussi par rapport à Ozo Vacances de ce qui est Mhm. attirant. Mais généralement, pour les gens qui n'ont pas fait cette émission ou quoi, généralement, les gens ils connaissent combien de danses traditionnelles aujourd'hui et avant? Est-ce que c'était différent? Est-ce qu'on connaissait que les danses traditionnelles de son village? C'était difficile de connaître la danse de son village parce que on ne s'y intéressait pas et il y a des familles qui ne le présentaient pas aux enfants. Il y a des familles qui ne le présentaient pas aux enfants. Mais je pense que maintenant, ça va puisque la tradition est venue en ville. Tout est venu en ville, donc ça va. Sinon, avant, c'était qu'au village. Et nous qui étions en ville, on connaissait seulement ce qui était en ville. On n'avait aucune idée de ce qui était au village. Et c'est vraiment où aux vacances a ouvert les yeux. Moi, je connaissais une danse. Je connaissais la danse de chez moi, de nom. C'est quelle danse? C'était le bébé que nous, on connaissait. Parce que moi, je suis bété. Je suis bété de l'Ouest. Les Bétés sont de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et c'est un peuple agricole qui danse beaucoup avec les pieds, qui tape beaucoup le sol, raison pour laquelle on a de gros pieds, on a de gros mollets. C'est comme ça que tout le monde nous caractérise parce que ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre quotidien de taper le sol, de se comporter comme des barbares. Et, et c'est ce que moi je connaissais. Je voyais mon père danser, mon vieux, il dansait souvent. Pas rarement, mais il le faisait souvent. Je le voyais, mais j'avais pas vraiment conscience de ce qu'il faisait, mais je voyais. Je savais pas que c'était ça qu'il faisait. Et après, j'ai connu le bébé à Ozo. J'ai dit, mais mon vieux, il fait ça souvent. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Sinon, on me partageait pas ça directement. Les parents ne me partageaient pas ça directement pour dire, voici la danse de chez toi, mais voici la danse de chez nous. Non. Parce Mais que il faisait, je le voyais. est-ce que chez toi, tu écoutais de la musique de cette danse ou qu'est-ce que vous écoutiez Moi, je suis né dans une époque où c'était les Congolais seulement on écoutait. Donc, on écoutait plus la musique, la rumba. Mon vieux, il était très fan de rumba. Et c'était ça, la rumba. Et puis,
La musique, je sais même pas ce que j'écoutais même. Franchement, j'écoutais de tout, mais il y a quelque chose qui est resté dans ma tête, c'était la rumba, la musique congolaise. C'est ça qu'il écoutait beaucoup. Et on dansait là-dessus aussi. On essayait de l'imiter. Et c'est tout ça qui nous a donné aussi le rythme. Et on a su danser sans faire des efforts. C'est ça. Et toi, comme tu es né à Abidjan, la première fois, enfin, je sais pas si tu t'en rappelles, mais que tu as dansé dans le cadre du village, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a découvert quelque chose? Est-ce que ça t'a semblé différent? Honnêtement, c'était dans une compétition culturelle. Donc, moi, je partais m'amuser. Moi, je m'amusais. C'était les vacances. Quand ce sont les vacances, on veut se retrouver entre amis et puis s'amuser, danser, et puis c'est tout. Honnêtement, on ne s'impliquait pas vraiment de manière, comment je vais dire ça, de manière littéraire pour dire ce qu'on fait, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est. Nous, ce qu'on nous montrait, on faisait, et puis après, on jouait, et puis après, on partait à la maison, et puis après, les vacances finissaient, après, les écoles revenaient, et puis après, c'est comme ça. Honnêtement, ça ne me disait pas grand chose. Mais après Wozo, il y a eu d'autres compétitions culturelles qu'on a fait. Et c'est dans ces compétitions que nous-mêmes, on nous a donné souvent la responsabilité de monter nos chorégraphies. C'est là qu'on a commencé à dire, ce qu'on a fait à Wozo, est-ce qu'on se rappelle de ça encore? Et c'est maintenant qu'on va commencer à rechercher pourquoi on danse comme ça, comment ça se fait ça, que ce mouvement, tout ça, les chorégraphies, les enchaînements. Et on a commencé à connaître des enchaînements qui ne font pas partie d'une danse et des enchaînements qui font partie d'une danse. Automatiquement, quand on voit, on dit ça, c'est telle danse, ça, c'est pas cette danse. C'est comme ça qu'on s'est intéressé. Et du coup, est-ce que justement vous avez commencé à vraiment différencier les choses, à essayer de reconstituer un petit peu les patrimoines de ce que vous aviez appris, ou est-ce que vous avez choisi de tout mélanger? Comment toute cette richesse que vous aviez apprise, en fait, comment vous avez choisi de l'utiliser? On n'a pas choisi de l'utiliser. Hein. On n'a pas vraiment choisi de l'utiliser parce que c'était imposé. C'était imposé. Honnêtement, c'est à travers les compétitions que nous-mêmes, on a commencé à connaître réellement nos cultures, nos traditions, nos danses traditionnelles. Sincèrement, moi, j'ai toujours dit merci à ces compétitions culturelles-là, sincèrement. Et on peut nous imposer, par exemple, la danse traditionnelle. Et quand tu prends une danse traditionnelle à faire, soit original, ne mélange pas la danse du Nord et la danse du Sud en même temps, c'est pas possible. Parce que c'est une compétition. Donc, l'originalité, si tu n'as pas l'originalité, tu perds. Le terme originalité, nous, en danse hip-hop, par exemple, on l'utiliserait autrement parce que je pense que souvent, c'est vu comme original de mélanger des trucs. Là, tu l'utilises pas de la même manière, je pense. Tu veux dire plutôt d'être pur, d'être authentique. Non, chez nous, on utilise original pour ce qui est authentique. Et puis, on utilise Manhattan pour ce qui est... c'est bon, ça. Manhattan. On dit Manhattan pour ce qui est la contrefaçon. C'est très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, si tu as porté une chaussure et que tu entends dans la bouche d'un Ivoirien, original, il faut sois content. Mais si tu dis, Manhattan. Pendant qu'on a travaillé ensemble sur les répétitions, tu m'as un petit peu montré les différents... En fait, allier les modes de vie, les manières de s'identifier à la nature de différentes ethnies, notamment dans des zones géographiques par rapport à l'agriculture, l'eau, etc., à des danses et à des zones où les danses sont dans un état d'esprit et tout. Est-ce que tu peux rapidement nous faire peut-être une petite démonstration rapidement, enfin nous montrer un petit peu justement le lien, tu parlais tout à l'heure des BT et du fait que c'est un peuple agricole et que donc le rapport au sol est très, très important et que les danses du coup sont plutôt vers le sol.
Et donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ok, Merci. déjà, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la danse traditionnelle, disons la danse même existe depuis longtemps. Et danser, c'est vivre. C'est-à-dire ce que tu fais quotidiennement, c'est comme ça tu danses. Et les anciens, les ancêtres, ils dansaient à des moments précis, dans des moments précis. S'il a faim, il danse. Il est rassasié, il danse. En tout cas, tout est précis. Il y a des intentions. Exactement. Il y a des intentions. Tout est précis. Et même s'il doit danser parce qu'il est content, c'est parce qu'il y a une fête. C'est qu'il y a un mariage. Donc, il est content de ce mariage, mais il ne peut pas danser comme ça dans le lit. Raison pour laquelle, depuis les premiers hommes, selon moi, mes recherches, et je trouve que c'est logique. Je trouve que c'est logique. Les, les anciens priaient des divinités, des personnes, des personnages imaginaires ou adoraient la nature, adoraient l'eau ou adoraient les animaux, le ciel, le sol. Et la seule façon d'être en lien avec ces choses-là, c'est naturellement de les imiter. C'est logique, c'est normal. Il faut essayer de l'imiter. Et dans mes recherches, j'ai compris que il y a plusieurs, il y a plusieurs peuples qui, qui ont adoré, je ne sais pas si ça continue toujours, mais qui ont adoré les animaux, les serpents, les esprits de l'eau, les sirènes des eaux, c'est ça. Et la façon de les imiter, c'est de faire comme ces choses-là. C'est de représenter l'eau. L'eau, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux. Donc, c'est en étant plus souple, plus doux, plus flexible pour imiter peut-être les vagues, pour imiter les montées d'eau, pour imiter pour tout ça. Et c'est comme ça. J'ai demandé à des amis qui ne sont pas ivoiriens, mais africains, comment ça fonctionne leur danse traditionnelle. Il y a un qui m'a dit que eux font la danse du serpent. J'ai dit, mais pourquoi la danse du serpent? Il dit, le serpent est sacré chez nous. Et si le serpent est sacré chez eux, c'est qu'ils adorent le serpent. Il y a des endroits où on ne touche pas quelque chose. C'est-à-dire, chez nous, tu ne peux pas avoir comment je vais dire, tu peux avoir un lion et puis tu vas le tuer ou tu vas avoir peut-être un serpent, tu vas le tuer comme ça dans le village des gens. Non, tu ne sais pas qui il est même. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'il représente pour le village. Tu auras malheur si tu fais ce genre de choses, tu auras malheur sur toi et toute ta descendance. Raison pour laquelle, quand il dit c'est sacré, il faut vraiment savoir que c'est sacré. Et c'est de cette façon, comment communiquer avec le serpent, c'est d'imiter le serpent, c'est de montrer qu'on est vraiment en lien avec le serpent, être le serpent. Donc, pareil partout. Chez nous, chez moi, le BT que je suis, on tape beaucoup du sol, les pieds du sol, pour dire merci à la terre de nous nourrir, puisque nous sommes un peuple agricole. On dit merci à la terre. Et nous sommes un peu barbares parce que on a fait aussi des guerres, je ne sais pas si on appelle ça guerre, des batailles, voilà, batailles. Des batailles où il y avait des guerriers. Donc, on prenait la force dans le sol en tapant le pied. Et puis, plus tu es bas, plus tu es en rapport avec le sol, plus le sol te connaît, quoi. Raison pour laquelle très peu sont en grand détail. Ils sont petits, plus proches du sol. On dit c'est une bénédiction. Toi, t'es grand. Je ne sais même pas pourquoi.
Donc, c'est comme ça, en fonction de ce que tu adores, en fonction de ce qui est sacré pour toi dans ton village ou dans ta tradition, c'est comme ça que tu danses, c'est comme ça que tu communiques. C'est comme ça. Si c'est beaucoup plus pour les arbres, il y a des peuples qui adorent les arbres. Donc, ils ont toujours la tête vers le ciel pour voir la grandeur des arbres, en train de lever les bras, qui dansent beaucoup plus haut, qui dansent avec plus de mouvements grands. Ils lèvent bien les bras, ils font comme ci, ils font comme ça. Et sincèrement, chaque peuple a une façon différente de danser. Et on trouve des similitudes lorsque nous adorons les mêmes choses. C'est là qu'il y a les similitudes. Donc, les mouvements du corps existent depuis très, très longtemps. Si je dois imiter un arbre, je vais être dur comme un arbre. Si je dois imiter le serpent, je vais être fluide comme le serpent. Si je dois montrer que je suis fort, je dois te faire peur, je dois montrer que je suis comme un buffle, je suis comme un taureau, je vais faire beaucoup de bruit au sol et courir vers toi comme un sauvage. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est en lien avec avec la nature, c'est comme ça qu'on est en lien avec nos ancêtres, nos divinités. Et ça se passe bien parce que la façon dont tu communiques avec ta divinité, tu reçois ce que tu demandes. De la même façon dont, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu es châtié. Et c'est de la même façon que quand tu fais ce qui est bon, tu reçois aussi la bénédiction. Et c'est comme ça en Afrique. C'est peut-être comme ça aussi partout en Afrique, mais chez moi, je sais que c'est comme ça. Il y a des moments aussi où on fait des danses, tout est significatif. Il y a pendant les intronisations, pendant, lorsque tu atteins ton âge de puberté, pour les jeunes filles, il y a une danse pour elles. Pour les jeunes garçons, il y a une danse pour eux. Et ce sont des moments très, très significatifs. C'est maintenant, toutes ces choses-là, on se dit, bon, ça, c'est la vie. Mais avant, c'est pas, c'est la vie, oui, mais c'est qui est ta vie là? Tu dois le vivre, tu dois vivre ça avec la nature, montrer que tu l'as, montrer que c'est ton moment. La façon dont on fête l'anniversaire, c'est parce que c'est chaque année. Mais mets-toi en tête que la façon aussi dont tu as ta première dent, on va fêter ça. Il y a une façon de danser pour ça. La façon dont tu fais tes premiers pas, il y a une façon de danser pour ça. On va fêter ça, il y a une façon de le faire. Donc, toute chose est significative tout le long de notre vie. C'est comme ça que il y a tellement de façons de danser, tellement de choses là-bas en Afrique et dans les villages, dans nos campagnes. C'est comme ça la tradition. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de danses qui sont spécifiques aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux adultes, et voilà, et d'autres qui sont pour tout le monde? En fait, comment ça se passe un petit peu? Oui, oui, il y a des danses pour les hommes, il y a des danses pour les femmes. Il y a des masques, c'est-à-dire les juges ou les ancêtres, lorsqu'ils sortent, il y a des femmes qui ne doivent pas voir. Les femmes ne doivent pas les voir ou les hommes ne doivent pas les voir. Il y a des contraintes. Il y a vraiment de tout, où tout le monde a sa place, tout le monde est sacré à sa façon. Les enfants ne doivent pas faire certaines danses, les femmes ne doivent pas faire certaines danses, et c'est comme ça. Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a le Goli. Le Goli, c'est un masque et une danse du peuple de l'Est, le peuple baoulé. Et la personne qui porte le masque, lorsqu'il porte le masque, aucune femme ne doit le voir et aucun enfant. Sinon, ça porte malheur. Donc, quand le Goli sort, soit il est déjà habillé dans son costume
de masque, et c'est tout. Et ne jamais révéler son identité. Jamais. Même si tu dis à la dame là, tu sais qu'il y a un goli, elle va dire pardon, 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 je ne veux pas savoir. Vas-y, tu lui dis, elle te donne l'argent, elle va dire, va loin. Parce qu'il y a malheur après, c'est comme ça. Donc, il y a toujours des choses sacrées pour chaque personne, pour chaque genre, pour chaque type de personne. Et les femmes ont leur danse, les hommes ont leur danse, les enfants, oui, aussi. Et il y a souvent, tout le monde danse. Mais plus la modernisation est arrivée, c'est devenu ouvert à tout le monde. Il y a moins de rigueur sur ce qui était autrefois interdit. Il y a moins de rigueur là-dessus maintenant. Et ça va. Mais il y a quand même des rituels sacrés qui ne changeront pas, qui ne changeront jamais. C'est pas possible. Comme par exemple, je connais pas trop, je ne connais pas vraiment ce que c'est, mais je sais que il y a un rituel au Congo et au Gabon qui est, je sais pas si ça s'appelle le libonga ou comment, mais je sais que c'est tellement sacré et quand tu le fais, tu es capable de voir l'avenir. C'est-à-dire, tu peux être en transe ou tu peux être dans le coma pendant quelques jours, pendant quelques moments, mais ça te fait faire des songes où tu vois des choses de l'avenir. On me l'avait dit une fois, mais on me l'a redit encore. Alors, maintenant, puisque tu parles de modernité et de Mm. comment les danses traditionnelles aussi, les villages, comment tu définirais les danses urbaines? Les danses urbaines sont une amélioration des danses traditionnelles, tout simplement. Attends, amélioration, tu veux dire mieux? Non, pas quand je dis mieux, c'est une autre façon de danser, une autre façon de faire les danses traditionnelles avec d'autres intentions. Je pense que c'est ça. Parce que moi, je vois pas ce qui est nouveau présentement. Parce que, par exemple, dans le hip-hop, les gens qui font beaucoup de vagues comme ça, si un villageois, un bon vieux villageois le regarde, il va dire, mon petit, tes ancêtres, ils adoraient le serpent parce qu'il va voir la gestuelle du serpent, la façon dont tu, tu, tu bouges ton corps. C'est pareil à la façon dont les gens essaient d'imiter le serpent. Donc, c'est pareil, seulement qu'il aura une autre intention. Par exemple, si tu essaies d'imiter le serpent pour avoir de la prospérité ou pour que le serpent veille sur ton enfant lorsqu'il va en forêt, tu auras une façon de le faire. Mais quelqu'un qui est juste debout dans une soirée, qui a envie de danser comme ça, lui n'a pas en tête de préserver son enfant. Lui, il danse comme ça dans le vide. Donc, c'est l'intention qui va changer. Il peut regarder le ciel, danser comme ça. Regarder ici, danser comme ça. Regarder les filles, danser comme ça. Mais celui qui danse pour imiter le serpent dans un but précis, il sera très, très, très concentré sur ce qu'il a en tête, sur son but. Il aura une intention précise. Il aura une façon de bouger. Tu as senti quelque chose de très mystérieux en lui. Mais lui seul, dans sa tête, il sait ce qu'il fait. Et avec sa communauté, ils savent ce qu'ils font. Il sera peut-être tout comme ça, un peu droit, comme ça, bouger. Et lui seul sait. Mais un danseur urbain qui ne sait pas qui fait la danse du serpent, il va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça, ou peut-être il va faire comme ça aussi, mais sans savoir pourquoi il fait. Donc c'est ça, je pense que c'est une autre façon de
de faire les danses traditionnelles. Parce que la même façon dont on tape le sol dans le crumping, nous, chez nous, on tape le sol matin, midi et soir. De la même façon, on bouge les pieds, on bouge le bassin, on bouge les, le bassin, on le bouge partout en Afrique, dans le centre-Afrique. Congolais, ils bougent le bassin matin, midi, soir. Avant même que les danses urbaines, la modernisation arrive. Donc, c'est juste l'intention. Pour moi, les danses urbaines, c'est juste une autre intention des danses traditionnelles. C'est juste ça. Et peut-être, bon, pas peut-être, mais aussi l'imitation de la modernité. Par exemple, disons, la révolution industrielle, comme ça, les machines, essayer d'imiter les machines, tout ce qui est sorti nouvellement, essayer d'imiter les robots, ce genre de... Oui, ça. Mais en vrai, l'essence même de la danse, c'est un moyen de communication. La danse, c'est un moyen de communication. Communiquer avec les esprits, communiquer avec le monde invisible ou même communiquer avec quelqu'un d'autre. Communiquer avec son frère, son partenaire, sa communauté. Et la façon dont tu communiques, c'est de cette façon-là que l'autre aussi te répond. Mais là, maintenant, on peut faire pareil sans avoir en tête communiquer. C'est tout. Donc, c'est l'intention qui change, selon moi. Ouais. Donc du coup, tu dis que les danses urbaines, c'est comme elles sont inspirées d'une manière des danses traditionnelles, mais est-ce que c'est dans le sens où les racines ont été transmises de manière peut-être large dans des grandes villes, et en même temps j'ai l'impression que tu dis aussi, et je pense que les deux peuvent être vrais, que c'est aussi les mêmes intentions qu'on retrouve, c'est-à-dire l'intention de rentrer en communication, en empathie avec les choses qui nous dépassent, comme ça peut être les divinités dans les danses traditionnelles, ça peut être effectivement les machines, les robots, dans des contextes plus urbains. Mais on va retrouver, par exemple, l'eau, le serpent, la fluidité, c'est des choses qui sont un peu universelles, avec lesquelles le corps, de toute façon, se sent connecté. Mhm. Il y a comment tu distinguerais les deux aspects, l'aspect de l'histoire et l'aspect de juste, on va dire, l'empathie et les choses qui sont instinctives. C'est le même corps qu'on trimballe depuis des millénaires. C'est le même corps. Il n'y aura pas deux façons de le mouvoir. On a les mêmes os. Et les gens d'avant, ils avaient le même corps. De leur façon de bouger, c'est de cette même façon que la personne qui est née peut-être hier va bouger. C'est pareil, c'est pareil. Donc, je le dis encore, la danse existe depuis longtemps. C'est un moyen de communication et ça, c'est ça. Présentement, c'est devenu une activité sociale où on danse parce qu'on est en soirée et puis chacun pense à ses soucis. Moi, chacun essaie de ne pas penser à ses soucis, raison pour laquelle il danse. Mais c'est c'est pareil. Honnêtement, j'ai pas fait le tour de l'Afrique, j'ai pas fait le tour du monde, mais c'est clair que même si quelqu'un vient dire que moi j'ai créé cette danse, la danse là avait déjà existé quelque part. C'est comme ça. Cette façon de danser là a déjà existé quelque part. Donc c'est comme ça. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qui différencie certaines danses? Par exemple, on va parler du crump ou du clowning. Tu m'as dit que certains mouvements de buste, ça faisait penser à une danse camerounaise en Oui, accéléré. le Et bikouti. comment t'expliques ça? À ton avis, est-ce qu'il y a quand même eu une continuité culturelle, ou est-ce que c'est une redécouverte par rapport à une émotion? Je sais pas, à ton avis. Parce que quand même, quand on voit les danses afro-américaines, les danses urbaines afro-américaines, on voit quand même beaucoup de liens avec des danses traditionnelles africaines. Mhm. C'est
c'est probable que ça vienne seul. De toutes les façons, il y a une personne qui commence à danser comme ça et tout le monde voit et puis on dit, ah, ce que tu as fait, c'est bien. Avant lui, d'autres personnes l'ont fait, mais c'est lui qu'on a vu. C'est lui qu'on a vu. Donc ta façon de faire là, ça nous plaît bien. Donc il continue à danser comme ça et tout le monde s'y accroche, tout le monde apprend et ça prend de l'ampleur. Mais comment il fait pour danser comme ça? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Honnêtement, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il était dans un état d'esprit à ce moment précis. Une fois que ça vient du peuple afro-américain, ça donne trop d'informations déjà. Si c'est afro-américain, ça donne trop d'informations. Parce qu'on sait bien qu'en Amérique, il n'avait jamais eu d'Africains. On sait comment les Africains sont arrivés en Amérique. Voilà. Donc, ceux qui sont arrivés en Amérique là-bas, ils avaient des cultures, ils avaient des traditions. C'est certainement ces traditions qu'ils ont partagées, c'est certainement ces cultures qu'ils ont, qu'ils ont données aussi à leurs descendants. Et je sais pas, mais une fois que c'est afro-américain, sans avoir les détails, sans savoir les détails, il y a trop d'explications. Ça se voit, ça se sent déjà. Même dans les musiques, en fait, on ressent aussi qu'il y a parfois des rythmes qui font penser à des percussions traditionnelles dans la musique hip-hop. De manière basique, la batterie, c'est une imitation moderne du djembé. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, oui, on fait des rythmiques avec les instruments qu'on a, qui vont arriver parce que le contexte culturel, le contexte technologique aussi va nous amener d'autres instruments. D'autres instruments qui seront inspirés des instruments qui existaient déjà. Donc, ça va pas sortir de nulle part avec un bruit comme ça de nulle part, non. Ça vient, mais ça t'inspire quelque chose déjà entendu, déjà vu. C'est comme ça. Dans la batterie, comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est la grosse caisse, exactement. La grosse caisse de la batterie. C'est pareil avec le doom. Le doom, c'est un instrument de musique aussi avant, en fait, avec le bois. C'est pareil. C'est pareil. Donc, on peut même faire de la musique moderne avec les instruments traditionnels, des instruments qui ont toujours été dans les villages que les gens fabriquaient avec les arbres et autres. Ce sont par exemple le balafon. C'est le balafon qui est présentement le xylophone. Il y a quoi d'autre encore? C'est une représentation. C'est une représentation, c'est comme ça. Je vais dire peut-être une amélioration, puisque ça devient plus facile à porter, puisque ça devient plus facile à, je sais pas, on peut connecter maintenant. Amplifier, par oui, exemple. c'est ça. On peut le connecter, on peut le brancher, donc c'est comme ça. Mais les intentions restent quand même peut-être similaires. Le besoin de créer un rythme qui rapproche du sol, par exemple, des choses comme ça. On retrouve des choses dans les musiques urbaines afro-américaines, par exemple, ou urbaines, en tout cas de manière générale. Concernant la musique, je vais pas trop en parler parce que je ne m'y connais pas vraiment pour dire j'ai entendu ça et puis j'ai reconnu ça, non. Ouais. Donc mais c'est clair que ce sont des inspirations, tout se fait par inspiration, d'autres instruments ont inspiré d'autres et c'est comme ça. Et quand tu parlais on danse de l'intention, entre la différence d'intention entre les danses traditionnelles, où l'intention est très précise et très intérieure, et les danses urbaines où, par exemple, on danse pour s'enjailler, etc. J'ai l'impression que tu m'as dit aussi qu'il y avait souvent, c'était lié à la posture. Par exemple, une danse urbaine, on danse aussi pour montrer qu'on est là, quoi, qu'on est beau, donc on va plutôt être redressé, même si les mouvements
Traditionnel, ça va plutôt être vers le sol ou vers le ciel ou quelque chose. Comment tu peux nous expliquer ça aussi? Au village, lorsqu'il y a une cérémonie et que toi, tu dois danser pour représenter, par exemple, je dis ça comme ça, pour représenter, par exemple, le bœuf ou pour représenter le taureau ou la panthère. La panthère marche pas sur deux pieds. Tu vas imiter la panthère, tu vas te mettre à quatre pattes. Et là, tu t'en fous. Tu as ton intention en tête. Tu t'en fous si les gens te regardent mal, si les gens n'apprécient pas ou apprécient. Non, ce n'est pas une compétition. Tu as ton intention en tête. Mais la danse urbaine, ou peut-être pas forcément la danse urbaine, mais le fait de danser dans une soirée autre, toi, tu ne te vois pas saper en train de te mettre à quatre pattes au milieu des gens. Pourquoi tu as fait ça? Tu vas faire autre chose. Tu connais cette danse-là, mais tu vas la faire d'une autre manière parce que tu ne veux pas te salir là devant les gens, ça sert à quoi? Donc, tu fais avec une autre intention. Tu es dans une autre posture et ça change. Et aussi le regard, du coup. Le regard, il va... Ouais. C'est ça. Tout ça fait partie de l'intention. Si moi, je regarde quelqu'un, et je regarde comme ça, c'est pas la même réaction. Donc, c'est ça. C'est l'intention. L'intention et la posture. Tout ça fait partie de l'intention. Tout est pareil. C'est tout ça. Franchement, c'est comme je le dis toujours à des amis, essayez de vous énerver en souriant. C'est pas possible. c'est bon. Sauf s'il y a quelque chose qui est déconnecté dans ta tête, mais c'est pas possible. C'est comme si tu es énervé, mais tu souris. Ça va pas. On comprend pas directement l'intention. Pour faire comprendre l'intention, il faudrait que tout parte ensemble. Le regard, l'expression corporelle, c'est tout ça qui fait l'intention. C'est comme être un acteur. Souvent, quand on pense aux danses urbaines, et notamment au break ou au hip-hop, on pense au battle et justement à l'intention d'être contre un adversaire. Donc, presque quelque chose comme si on était dans une danse de gang ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est une intention forte dans les danses urbaines? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et voilà. Est-ce qu'il y a des danses urbaines africaines aussi qui ont cette intention de combat? Oui, beaucoup. L'intention, la forme de danse la plus populaire même, je dirais que c'est danser en cercle. Une ronde, il y a les musiciens et les danseurs sont dans le cercle. Ils font des passages solo ou autres. Mais ça existe. Ça existe aussi dans la danse traditionnelle où il y a une personne qui fait un passage solo, qui a dansé, qui a montré qu'il est bon, qu'il peut être plus proche du sol que l'autre. L'autre aussi va venir aussi montrer qu'il peut aussi encore être plus proche du sol, mais c'est toujours dans les mêmes intentions. C'est toujours dans les mêmes intentions. C'est pas où il y a un qui va venir montrer qu'il est plus proche du sol et l'autre va venir montrer que lui, il est plus proche du ciel. Non. Là, ils sont pas ceux qui ne sont pas de la même communauté. Ceux qui ne sont pas de la même communauté. Mais une fois qu'ils sont de la même communauté, c'est toujours les mêmes intentions. Mais celui qui le représente plus, celui qui représente plus la danse, c'est ça. Celui qui va beaucoup plus au sol, celui qui tape beaucoup plus vite les pieds au sol, c'est comme ça. Mais les cercles pour danser, ça existe. C'est comme ça au village, il y a toujours, même quand le masque sort, il y a un cercle. Et il est à l'intérieur avec les musiciens. Comme ça. Ouais, ça fait penser au break, par exemple, quand il y a un cypher de break, un cercle de break. Souvent, que si quelqu'un danse, la personne qui vient après, elle va essayer de faire mieux, elle va essayer d'imiter au moins un mouvement, de montrer qu'elle sait mieux le faire ou qu'elle a une meilleure idée par rapport à ça. Et c'est vrai que, en tout cas, à l'origine, si tu rentres après quelqu'un qui a bien dansé et que tu fais un truc qui a rien à voir, quelqu'un va te dire non,
tu pars, nous, on fait ça, en fait. Donc, si, par exemple, il y a une soirée et qu'il y a des danseurs de plusieurs styles, chacun va faire son cercle. Et il y aura un cercle de break, un cercle de popping, par exemple, etc. Voilà. D'accord. Et dans les danses traditionnelles, est-ce qu'il y a des danses qui se font en synchronisation et par exemple en ligne, etc. Oui, il y en a, ça existe. Par exemple, en Afrique du Sud, les Zoulous, ils ont une danse qu'ils font parce que eux, je pense que c'est une danse de guerrier. Donc, ils font en ligne. Ils font cette danse en ligne. Il y en a d'autres aussi. Il y a des danses où on se met en chenille. On se met comme ça, en queue. Et il y a des danses qui se font en cercle, où on suit le cercle. Il y a plusieurs formes. Il y en a de tout. Oui, finalement, dans les danses urbaines, tu vas retrouver aussi plusieurs formes aussi selon le style de danse. Par exemple, je sais pas, le voguing, ça va être sur le catwalk, le défilé, alors que le break, c'est plus le cercle. Il y aura plein de choses différentes, mais selon vraiment l'intention et le personnage, qu'est-ce qu'on essaye de représenter aussi par rapport à l'autre ou au public. Très bien. Ça. Tu m'avais dit aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'on parlait du phénomène des danses urbaines qui étaient liées à la révolution industrielle et aux grandes villes, en fait, au fait qu'il y a des ethnies qui sont rassemblées dans ces grandes villes. Et à un moment, tu m'avais dit que, en fait, il y avait déjà eu ce phénomène un peu de créolisation de danses traditionnelles, de mise en commun de danses ethniques différentes chez les esclaves en Afrique. Tu m'as raconté ça. C'est probable, puisque l'esclavage existe depuis longtemps. Donc, c'est probable. Une fois qu'il y a plusieurs communautés, mais plusieurs personnes de communautés différentes qui sont dans le même endroit pour vivre ensemble, ils vont partager ce qu'ils ont. Donc, c'est logique. Moi, je parle sur quelque chose de logique. Et même si j'ai pas fait des recherches très poussées, mais c'est logique, honnêtement. Si on enferme 3 personnes qui sont pas pareilles, même si on enferme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais 3 individus qui ne sont pas pareils doivent rester là. Ils ont le même ennemi. Ils ne vont pas être ennemis encore eux. Ils vont partager chacun ce qu'ils ont de spécial pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir, essayer de trouver un moyen de continuer la vie ensemble. Et c'est comme ça. Si la seule façon de se relâcher, la seule façon de souffler hors des travaux brutaux est de danser, bah, ils vont partager leur danse. Moi, je suis un peuple du Nord. Je suis l'un des peuples du Nord et les autres sont du Sud et de l'Ouest. On n'a clairement pas les mêmes danses. Et si c'est le moment de souffler en dansant, moi, je fais ce que je sais faire. Les autres feront ce qu'ils savent faire. Et on va découvrir chacun ce que chacun sait faire. Et ça va nous fasciner, on va apprendre et ça nous nourrit comme ça. Donc, c'est un mélange de culture, un partage de culture. C'est naturel. Honnêtement, c'est naturel. Et comment t'expliques le fait que les danses urbaines, elles existent dans toutes les villes? Parce que les gens ne restent pas chez eux. Ici, un exemple. Présentement, quand on est venu ici, on a fait des ateliers, non? On a fait des ateliers. Tu as fait un atelier de break. J'ai fait un atelier de danse afro-urbaine. On a partagé ce qu'on connaissait. Donc, quand on va partir, on va laisser la danse afro-urbaine ici et le break qui va se développer et qui va toucher aussi d'autres personnes parce que ce qu'on a appris, ils vont aussi apprendre à d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça va se développer.
Et peut-être même dans 2 ans, quand on reviendra, il y aura, disons, 10% de croissance des danseurs afro ou des breakers. Pourquoi? Juste parce que nous, on a intervenu une seule fois. On n'est pas resté chez nous. Donc, je pense que c'est comme ça aussi. Une fois que tu arrives dans un endroit et que les gens aiment ce que tu fais, tu partages. Quand tu partages, les autres aussi qui ont aimé s'y intéressent tellement, apprennent tellement, euh, se renseignent là-dessus tellement que s'approprient aussi le truc. Et à leur tour, partagent. Et c'est comme ça partout. Mais justement, il y a une grande différence, je pense, entre les danses traditionnelles et les danses urbaines. C'est que les danses traditionnelles, elles sont conservatrices. Le but, c'est aussi de garder une identité sur le temps et qu'il y a une géographie aussi, un territoire. Alors que les danses urbaines, elles se renouvellent tout le temps. Il y a toujours des nouvelles danses quand même. Même si, tu l'as dit, personne n'invente une danse, mais il y a quand même des noms de danses qui apparaissent à des moments qui disparaissent, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, ce sont des identités, mais ces identités-là aussi inspirent d'autres identités. Pourquoi? Parce que au Cameroun, il y a une danse traditionnelle qui a été inspirée par, par une autre danse béninoise traditionnelle. Donc, il y a eu partage et la personne s'est servie pour aller montrer ça aussi à son peuple. Donc, c'est vrai, ce sont des identités conservatrices, mais qui montrent aussi l'histoire du peuple. oui, les échanges qu'il y a eu entre des peuples aussi. Oui, effectivement. Mais, et bon, pas mais, également, il y a le partage, il y a les inspirations. Lorsque d'autres personnes arrivent dans un autre endroit, découvrent d'autres choses, utilisent aussi ces choses-là pour partager à sa communauté. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est comme ça, c'est logique. Chez nous, il y a des danses. Il y a des danses chez nous, les BT, il y a des danses que nous-mêmes n'avons pas créées. On s'est inspiré d'un autre peuple voisin. Pourtant, ça fait partie de nous, notre identité aussi. Mais dans cette identité-là, on sait où on a enlevé la danse. On sait qu'on s'est inspiré d'un autre peuple. Et du coup, dans les danses urbaines, le fait que ça change quand même très souvent de mode, en fait, c'est des modes presque. Même s'il y a des modes qui durent plus longtemps que d'autres. Tu dis que ça évolue, que les choses vont toujours se transformer, on va apporter. Mais du coup, est-ce que finalement, au bout d'un moment, on ne sait plus d'où les choses viennent et est-ce que ça devient trop mélangé pour que ça ait vraiment une force et une intention, quelque chose qui soit reconnaissable? Enfin voilà, comment on pourrait comparer avec les danses traditionnelles qui ont une fonction aussi d'identité et de repère? Heureusement que ça existe, parce que c'est ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça le repère. Les danses traditionnelles sont le repère et les danses urbaines sont d'autres formes, d'autres façons de faire les danses traditionnelles. Et les danses traditionnelles ne pourront pas disparaître. C'est ce que je me dis. Hein. Les danses traditionnelles ne pourront pas disparaître. Et est-ce que tu penses que le fait que les gens s'intéressent aux danses urbaines, ça va faire qu'ils s'intéressent aux danses traditionnelles? C'est honnêtement, au fond de moi, c'est mon vœu. Au fond de moi, c'est mon vœu, sincèrement. Parce que une fois que, un petit secret, une fois que tu sais, tu maîtrises les techniques et les bases des danses traditionnelles, les intentions et tout, si tu deviens danseur urbain, tu auras un vocabulaire tellement riche. Tu pourras danser, franchement, honnêtement, tu pourras danser comme c'est pas possible même. C'est clair. Parce que
les danses urbaines, comme tu l'as dit, c'est un effet de mode. Ça vient et puis ça part. Ça vient, ça part. Donc, ce qui est là présentement, c'est ce que tu apprends. Et quand ça part, c'est ce que tu as appris là qui reste en toi. OK. Une autre danse sort. Tu apprends ça. Quand ça part, ça fait une danse de plus que tu connais. Ainsi de suite. Donc, c'est au début, à cette époque où tu as commencé à apprendre la première danse, jusqu'à ce que tu meurs, les danses qui vont s'enchaîner, qui vont venir ensuite de manière consécutive, ce sont ces danses-là qui vont faire toi, ton vocabulaire, ta personnalité, ta façon de danser. Mais celui qui va venir après, celui qui va naître après, c'est-à-dire si toi tu danses depuis 2005, celui qui va naître en 2010 n'aura pas, ne connaîtra pas ce que tu as fait en 2005 là, de la même façon que toi. C'est pas possible. Honnêtement, c'est le secret, c'est le gros secret qui est là, sincèrement. Une fois que tu maîtrises les danses traditionnelles, pas toutes les danses, mais une fois que tu maîtrises un peu l'intention et l'essence des danses traditionnelles, sincèrement, tu deviens danseur libre. C'est-à-dire, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, et pas seulement te limiter à ce qui sort, ce qui vient à la mode là. Non, tu pourras t'en servir pour des transitions ou pour impressionner, mais sincèrement, la danse traditionnelle, ça donne trop d'informations. Sincèrement, ça donne trop d'informations. Mais là, quand tu parles d'information, justement, est-ce que tu parles de gestuelle ou est-ce que tu parles du fait que quand on est danseur traditionnel, justement, on a la capacité de se connecter à une intention et à s'identifier à un élément, etc. Alors qu'en danse urbaine, on n'est que sur du vocabulaire. C'est quoi qui donne la force? C'est les deux? C'est une chose en particulier? Les deux. C'est pour ça que je dis ne pas rester seulement dans la danse urbaine ou que la danse traditionnelle. Tout évolue. Si tu es dans la danse traditionnelle, apprends aussi les danses urbaines, c'est-à-dire les danses qui sont à la mode là présentement. Et si tu es danseur urbain, apprends également les danses traditionnelles. C'est le mix qui va te transformer en super-héros. Alors là, par rapport à des danseurs qui sont nés en France, par exemple, est-ce que tu penses que des danseurs hip-hop, ça les aiderait d'apprendre des danses traditionnelles? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que tu penses que c'est difficile justement de faire cette démarche? Là, ça sera entre toi et ta conscience. Hein. Honnêtement, comme on dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il y a des Français qui arrivent à jouer en rafale sur le djembé. C'est impressionnant. Tout s'apprend. Quand tu veux, tu peux. Moi, franchement, c'est ce que je peux donner comme conseil. Que tu sois danseur, break danseur, que tu sois danseur debout, quel que soit le type de danse urbaine que tu fais, renseigne-toi sur certaines danses traditionnelles qui pourront te mettre à l'aise aussi. C'est-à-dire les danses traditionnelles qui se font par exemple au sol, les danses traditionnelles qui se font debout, si tu es plus à l'aise debout, mais essaie aussi de te mettre dans les danses traditionnelles pour comprendre les intentions et pour avoir plus de capacité à improviser. Sincèrement. Merci beaucoup. Ouais. Bon, un conseil hein, pour tous les danseurs dans la salle. Justement, on va passer aux questions-réponses. Oui, bah moi c'est Dimitri, je suis danseur, enfin de plusieurs styles, mais notamment hip-hop contemporain, aussi modern jazz. Et donc j'avais une question, c'était par rapport à la question en fait que la danse, on parlait que la danse était très influencée par le contexte aussi bien matériel qu'immatériel. Et qu'il y avait des moments aussi, ça pouvait y avoir, quand on parle aussi de la créolisation. Et savoir aujourd'hui, en fait, les danses traditionnelles,
est-ce que elles évoluent aussi avec le contexte qui évolue? Est-ce qu'il y a des évolutions ou pas? Et est-ce qu'il y aurait un exemple? Les danses traditionnelles n'évoluent pas. Les danses traditionnelles n'évoluent pas, elles sont là. Elles sont là si tu as besoin d'informations, si tu as besoin de partir te ressourcer, c'est là. Ça n'évolue pas. C'est vrai, je pourrais dire que c'est dommage, mais si je dis que c'est dommage, ça sera méchant. Parce que c'est pas dommage. Si elle évolue, elle sera comme la danse urbaine, il y aura plus vraiment d'essence, il y aura plus de noyau et on pourra plus identifier la danse traditionnelle comme la base de toutes les autres danses. Ça sera automatiquement comme toutes les autres danses. Tout à l'heure, tu as dit que les tabous parfois changeaient. C'est-à-dire que, par exemple, des danses destinées aux femmes peuvent être faites par des hommes ou des choses. Ça sera peut-être ça l'amélioration, parce que ça devient plus social. Ça devient plus social. Et certaines personnes aussi essaient de faire les danses urbaines lors des cérémonies de danse traditionnelles. Donc, il n'y a pas vraiment je ne peux pas dire que c'est une évolution. C'est comme si tu viens prendre des œufs à la maison et puis tu vas chez toi, tu vas au travail et puis tu fais des omelettes pour revenir. C'est ça, donc... donc, c'est ça le truc. Selon moi, c'est mieux comme ça. Et parce qu'il y en a trop. Si vous voulez que ça évolue, ça ne peut pas évoluer. Moi, mais je préfère que ça n'évolue pas. Parce qu'il y en a trop. Trop, 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 trop. Est-ce qu'il y a plusieurs styles? Est-ce qu'il y a plusieurs breaks? Breakdance, c'est breakdance. Et dans le même breakdance, il y a plusieurs danses qui s'y mettent. Sinon, c'est breakdance. Mais la danse, je ne sais pas comment ça s'est dit, la danse Odonu, c'est Odonu ou Adonu, la danse des Maasai qui sautent là. C'est chez eux seulement tu peux voir ça. Si tu es fatigué de ça et tu as tout appris, tu veux apprendre encore, va dans un autre endroit. Ah, le break, une fois que tu es dans le break, tu apprends le break. Tu apprends toutes les bases, tu es breaker. Point. Maintenant, après, en fonction des bases, on te dit, développe comme toi-même ton style, comme tu te sens à l'aise, et puis crée-toi un style, et puis c'est ça. Donc, la même façon dont on vous dit, on vous donne les bases et tu développes ton style, sache que les bases, là, c'est ça en Afrique. La danse traditionnelle. Tout ce qui est en rapport avec la communauté afro-américaine, une fois qu'il y a afro, ça vient des danses traditionnelles africaines. C'est comme ça. Oui, bonjour. Caroline, je suis art thérapeute et je fais un peu de danse-thérapie. Je voulais savoir, si c'est pas trop indiscret, comment est-ce que ton rapport au sacré a évolué en fait depuis ton enfance, et si oui, comment ça infuse ta danse aujourd'hui? Lorsque je suis en train de créer, que je me mets vraiment en symbiose. C'est ça. Lorsque je suis en train de créer, j'ai besoin d'être en lien avec le sol, en lien, parce que c'est comme si j'ouvrais mon livre ou peut-être mes cahiers de leçons pour prendre des anciens cours, pour me rappeler les anciens cours, les révisions pour aller encore dans une autre classe. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, quand j'ai besoin de créer, je me mets dans mon bois. On appelle ça, chez nous, on dit le bois sacré. Tu te mets dans ton bois sacré et puis tu te laisses emporter avec l'intention primaire. L'intention primaire, c'est-à-dire l'intention
sur laquelle tu te bases pour créer. C'est comme ça. Donc, quand je crée, par exemple, au sol, et que j'ai besoin de mouvements au sol, je me mets en tête que la terre est sacrée et la terre me nourrit, le sol me nourrit, le sol. Donc, tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai comme idée concernant le sol, j'essaie de le matérialiser. Et c'est comme ça que ça me met en contact avec le sacré. Mais en vrai, moi, je suis de parents chrétiennes. On m'a toujours éloigné de tout ce qui est mystique, tout ce qui est un peu spirituel du village, parce que on dit ce sont de mauvais esprits, ça donne de mauvaises choses pour l'homme. Donc, je suis mes parents qui sont chrétiens. Raison pour laquelle je ne suis pas toujours dans le sacré, je ne sais pas de vraiment m'initier. Non, on m'a éloigné de ça. Sinon, je n'allais pas être ici, mais peut-être que j'allais être dans un masque quelque part, en train de danser. C'est ça. J'espère que j'ai répondu. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Frédéric, je suis danseur, chorégraphe, interprète. Ma question c'était très simplement, est-ce que tu as un exemple parce qu'on a parlé de créolisation, de danse urbaine, de danse traditionnelle, j'aimerais savoir si de ta connaissance, si en Côte d'Ivoire, il y a une danse urbaine qui est apparue et que dans cette danse urbaine, est-ce qu'il y a des influences de plusieurs danses traditionnelles? Parce que j'imagine que les danses urbaines on a parlé ça a été fait en ville, quand les gens ils sortent des villages, et donc je me dis peut-être qu'ils ont créé une danse urbaine qui mélange 3, 4 danses traditionnelles. Est-ce que tu peux le nommer si ça existe? De dire quelle danse et que ça a été influencé par quelle danse traditionnelle? Pour qu'on ait un exemple concret. Merci pour la question. Ça sera compliqué. Une danse urbaine influencée par plusieurs danses traditionnelles, franchement, ça sera compliqué. Mais en ce moment, on danse le tchoutou. En Côte d'Ivoire, on danse le tchoutou. Le tchoutou, c'est une danse. On le fait comme ça, au sol, comme si tu étais en train de s'aimer du riz. Donc tu bouges comme ça. Tchoutou en haut, tchoutou en bas, tchoutou en haut. Et ça ressemble très pour très à une danse traditionnelle qu'on appelle le... Ça, je peux pas oublier ça. Pourquoi je vais oublier ça? C'est pas possible d'oublier ça. Le thématé. Ça ressemble au thématé. Le thématé, on le danse comme ça. C'est juste la façon de bouger les pieds en haut, en bas, en haut. Tout. Il n'y a pas grande différence. Juste comment je bouge les pieds. Mais même intention, mais le thématé, c'est la danse du riz. Comment s'aimer le riz, comment faire la récolte. C'est une façon d'expliquer la culture du riz. Donc, c'est comme ça. On fait le thématé. C'est une danse traditionnelle de l'ouest ou l'est du pays, je ne sais plus. Donc, il y a beaucoup de ressemblances avec d'autres danses aussi il y en a beaucoup. Mais là, ça ne me vient pas directement en tête parce qu'il y a fait. Mais... Quand tu m'as montré le thématé, en fait, ça se déplaçait dans l'espace et il y avait vraiment un rapport au terrain et tout ça, alors que la danse urbaine, par contre, elle va être sur place aussi. C'est pour ça que je dis c'est l'intention. Quand je fais le tchou-tchou, par exemple, je n'ai pas en tête que je suis en train de s'aimer du riz. Alors, le thématique, j'ai en tête que je suis en train de s'aimer du riz. Et le riz que je sème là, c'est pas ici seulement ça pousse. Tout le champ m'appartient. Donc, je suis partout. C'est ça, c'est l'intention qui change.
Et musicalement, du coup, la musique du chouchou, j'imagine que le thématé se fait aussi sur une rythmique Oui, précise et particulière. Ça se ressemble du coup entre le chouchou et le thématé? Pas vraiment, pas vraiment, mais ce sont des... tout a sur les mêmes bases. Le djembé, ce que tu vas entendre aussi dans le coupé décalé. Le chouchou, c'est c'est une danse du coupé décalé. Donc, c'est une évolution du djembé qui a donné le coupé décalé. Une évolution du, du ndombolo. Une évolution du ndombolo qui est mis le coupé décalé. On s'est inspiré du ndombolo et rajouté des instruments électriques pour faire le coupé décalé. Alors, le ndombolo, c'est la percu et les musiciens qui font le thématé jouent aussi la percu. Donc, je pense que tout est tellement lié. C'est que des notes décalées qui font juste les différences. C'est ça. Honnêtement, c'est ça. Le chouchou, c'est sur le coupé décalé. Il n'y a pas une rythmique spéciale. Chouchou, non. C'est sur le coupé décalé. Et le coupé décalé, c'est une autre façon de développer le ndombolo. C'est le ndombolo qu'on a accéléré qui a fait le coupé décalé. Et un peu des ajouts d'instruments électriques. Je peux te poser une question justement par rapport au ndombolo. Tu m'as montré une danse qui était avant le ndombolo, le soukous, c'est ça, si je me trompe pas. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser au bougalou, qui était une danse qui a inspiré l'électrique bougalou, le popping, etc. Tu peux vite fait montrer ça aussi. Je pense que ça va éclairer Fred, entre autres. Bon, moi, je suis pas expert de soukous. Moi, j'ai vu les parents qui font. Le soukous, c'est l'ancêtre du ndombolo. La façon dont on bouge les reins comme ça, on bouge ici la hanche, en même temps qu'on bouge les pieds, ce mouvement-là. Ça. Vous voulez ici. Ça. Ça. Tout ça. Je pense que dans le bougalou, c'est la base du bougalou, ça. C'est vrai, non? Carrément. C'est vrai, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ça, ils sont toujours comme ça. Là. Ti, ta, ti, kis, ta, ti, ki, ti, ti. Maintenant, si on met un danseur de soukous sur la musique, et c'est sur la musique du bougalou, c'est du funk. Ça sera peut-être pareil. Seulement qu'il ne connaîtra pas les kicks, les clés. Mais il va danser comme ça. C'est ça la ressemblance. Justement, un des points communs, c'est que les gens qui dansent le soukous et les gens qui dansent le bougalou, ils sont bien sapés quand même. Il y a un côté genre j'ai mon costard et tout. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai vu, mais je ne connais pas tellement les liens. C'est elle qui a su que, ce que tu es en train de me dire là, pour moi, c'est pareil. Sinon, moi, je ne connaissais pas les liens, mais je sais que le soukous, c'est la danse des sapeurs, les Congolais. Donc, ils sont bien habillés, tu vois, la cravate est là, et puis tu les vois en train de rouler les reins, en train de bouger comme ça, les pieds comme ça. Donc, quand elle m'a montré des vidéos de bougalou, les gens qui portent des vestes de 2 mètres, et puis qui font pareil aussi, tout ça, mais eux, ils sont plus, même lents. Plus, kiss. Là, le soukous n'a pas le temps de s'arrêter, lui, ne s'arrête pas. Lui, il est parti. C'est ça le truc. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les danses traditionnelles et les danses urbaines modernes. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, je l'ai lu nulle part. Honnêtement, je l'ai lu nulle part. Mais quand j'analyse et je vois, c'est juste les intentions qui différencient les danses. Je ne sais pas si je dis faux, mais vous-même, analysez et puis envoyez-moi des mails.
Alors, moi, c'est Sonia. Je suis danseuse amatrice. J'avais une question par rapport à ce qu'on disait juste précédemment sur, par exemple, Ndombolo qui a influencé le coupé-décalé, etc. Et aujourd'hui, en France, la façon dont on enseigne les danses afro-urbaines, en majorité, j'ai l'impression, c'est beaucoup, on va dire, de la fusion. C'est-à-dire que chorégraphiquement parlant, en fait, les pas vont piocher dans différents styles de danse afro-urbaine de différents pays, etc. Et je voulais savoir quel était ton regard là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on peut vraiment tout mélanger dans les danses urbaines africaines? Ou pas? Merci. Ça, je vais pas trop parler là-dessus. Ben, c'est possible de mélanger. C'est comme un danseur. Raison pour laquelle ils ont créé ce qu'on appelle le all style, où tu fais tout. Tu danses tout. Une fois, faut nous impressionner seulement. Donc, c'est possible. C'est possible de tout mélanger, mais il faut savoir ce que tu fais. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger et donner un autre nom à ce que tu es en train de faire. Non. Il faut dire, je fais ça, et ça, et ça, et ça, mélangé. C'est clair. Il n'y a pas de souci. Mais si tu dis, je suis en train de faire le Carla style, mais je suis en train de faire le Mathieu style. Non. Non. Je suis en train de mélanger plusieurs danses, plusieurs styles, de plusieurs endroits que tu ne connais même pas. Et tu dis que je mélange là, c'est toi ton style. Non. Il faut te dire clairement ce que tu fais. On sait que tu mélanges le coupé-décalé, tu mélanges le ndombolo, tu mélanges la zonto, tu mets aussi kuduro, tu mélanges tout. Ok, c'est bien. Bravo. Tu sais tout faire. Ok. Mais il faut te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est ça. Mais si on te demande ça, c'est quoi? Et tu dis c'est l'afro, c'est là il y a souci. Là qu'il y a le souci. Sinon, tu peux vraiment te développer en apprenant tout à la fois. Mais n'apprends pas qu'avec des chorégraphies. Parce que tu vas apprendre des chorégraphies. Tu n'apprends pas à danser. Tu n'apprends pas la danse. Tu apprends des chorégraphies. C'est ça le problème. Nous, on a le même problème dans le hip-hop, en fait. Hein. Le mot hip-hop, le mot afro, c'est un peu le même problème. Il y a des gens qui pensent que hip-hop, c'est on va faire un peu toutes les danses hip-hop dans un cours, en tout cas, et c'est souvent des chorégraphies. Mais quand même, il faut distinguer les gens qui dansent pour s'enjailler, qui sont des élèves qui n'ont pas d'objectif, et les profs. Je pense que c'est un problème quand les profs ne donnent pas les informations, parce que du coup, au niveau de la transmission, bah, du coup, les gens ont l'impression d'apprendre, mais ils apprennent pas vraiment. Ouais, c'est ça. Mais ici, souvent, on est contraint. On est contraint où, quand on donne des cours, tu dis, moi, je ne fais pas l'afro. Tu dis clairement à la personne qui t'a appelé que moi, je ne fais pas l'afro parce que je ne connais pas l'afro. Moi, je fais le coupé-décalé, comme moi, je fais la zonto et je fais également de l'afrobeat dance. Je mélange un peu, mais je fais ça et ça. Et puis, la personne te regarde comme ça, puis dit, mais tu ne fais pas afro. Et la personne dit, mais là, si tu ne fais pas l'afro, ça ne m'arrange pas parce que c'est l'afro qui vend. C'est là le problème. C'est le mot afro, c'est ce qui vend, c'est ce que tout le monde connaît. Donc, c'est ce qu'il faut mettre devant les gens maintenant dans les cours. Et essayer de leur rincer un peu le cerveau pour dire ça, on appelle ça comme ça on appelle au fur et à mesure pour qu'ils comprennent. Sinon, dehors, devant tout le monde, c'est afro. C'est afro, les gens connaissent. C'est vague, c'est dommage. J'en parle toujours avec des amis, mes collègues. C'est vraiment dommage. Il faudrait en parler avec les élèves. Ce sont les professeurs qui doivent en parler avec les élèves. Et tellement on veut avoir le marché, tellement aussi on veut avoir le marché. Ça, j'en fais partie, malheureusement. Tellement on veut avoir le marché, on veut danser, on veut travailler.
on est obligé de dire afro pour que les gens comprennent que ils doivent venir me donner l'argent. Sinon, si je dis, je fais du coupé-décalé, ils vont dire, coupé-décalé va nous apprendre une danse seulement, ou bien c'est pas chic. Mais si tu dis afro, et puis tu viens, vous faites coupé-décalé, ils vont dire, mais c'est doux, mais rien n'a changé. C'est pareil. Le coupé-décalé est vaste. Il y a tellement de danses. Il y a une encyclopédie même. Je sais pas, il y a tellement de danses dans le coupé-décalé. Donc, on peut apprendre le coupé-décalé même, les danses du coupé-décalé même en 3 ans. On peut apprendre. C'est possible. Pareil aussi pour les autres danses, le azonto, le ndomolo. Déjà même que le coupé-décalé s'est inspiré du ndomolo. Donc, les Congolais en ont plein. Donc, si il n'y a que du ndombolo, sois content. Parce que les danses se ressemblent, comme je l'ai dit, les danses se ressemblent. C'est juste l'intention. Ça se ressemble tellement. Trop. Parce que tu peux faire un mouvement de coupé-décalé que quelqu'un verra, va dire, mais ça, on danse ça chez nous. Pareil, sur les, comment on les appelle? Les Ghanéens et les Sud-Africains, ils ont beaucoup de danses en commun présentement là. Ils ont beaucoup de danses en commun. Tout ce qui les différencie, l'intensité et l'intention. Ce sont les mêmes danses. L'intensité, c'est le même gestuel. Même gestuel. Ça. Je ne sais pas comment on l'appelle, ce truc-là. Les Sud-Africains font ça dans l'amapiano. Les Ghanéens font ça. Même danse. Deux intentions différentes, deux noms différents. Pourtant, si tu es danseur, peut-être traditionnel, où tu sais que ça, peut-être, c'est une façon de présenter, je sais pas, de montrer une certaine élégance, tu sauras que tu peux le faire doucement, tu peux le faire brutalement, sans même connaître que il y a le nom de deux danses différentes, même chose. On se bourre le cerveau pour rien. On se bourre le cerveau pour rien. C'est pour cela que je dis, franchement, essayez de pencher un peu la tête sur les danses traditionnelles africaines pour que vous ayez un peu de ressources. Je fais juste le lien avec le hip-hop parce que, par exemple, ce qu'on appelle popping, effectivement, il y a pareil, comme tu parles du coupé-décalé. Dans le popping, en fait, c'est plein de danses. Et même ces danses-là, tu pourrais passer du temps à les apprendre, etc. Et il y a des origines différentes. Et aussi, par rapport à ce que tu as dit, du fait que c'est important d'essayer de comprendre une danse, même si c'est plus une et après une autre, etc. C'est justement comprendre l'intention dans laquelle elle est faite. Parce que si tu comprends que la gestuelle et que tu mets plein de danses différentes sur la même musique, du coup, l'intention, elle est balayée, en fait. Parce que comme c'est des intentions différentes, si tu les fais à la suite, tu fais aucune intention au final. Et on a vraiment le même problème avec le hip-hop où voilà, on danse sur les musiques du moment et on va s'inspirer de mouvements de locking, de popping, de break, de hype, j'en sais rien. Et pourquoi pas, si tu as les bases, tu vas bien le faire. Mais si t'as pas les bases, tu vas pas être capable de réutiliser forcément ce que tu as appris à ce moment-là dans cette choré sur cette musique. D'une autre manière, tu vas être limité parce que t'as pas vraiment compris l'intention des mouvements que tu as appris, quoi. Je pense qu'on a les mêmes problématiques. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, alors Laura, danseuse amatrice. Du coup, j'ai juste une suggestion et une question. Parce que c'était hyper intéressant voilà, cet entretien. Et donc, je crois que ça se fait déjà, mais je rêve de voir ce type de conférence danser comme un spectacle ou un one-man show, un stand-up. Je sais pas, mais j'ai envie de pouvoir voir ça danser tout au long de l'entretien. Et je me demandais si c'était dans tes intentions ou peut-être pas. Et peut-être si tu voulais nous parler tu nous as raconté hier que tu voulais créer ton spectacle. Donc, quelle intention vas-tu y mettre? Là, présentement, je
j'ai ça en tête. J'ai ça en tête, la création de moi-même, mon spectacle. J'ai beaucoup de choses, énormément de choses à faire ressortir. Beaucoup de choses. Et c'est vraiment une bonne suggestion. J'en prends compte. Mais en ce moment-là, Anne me fatigue. En ce moment, je suis un peu trop occupé avec la création de Superstrat et sur d'autres spectacles. Quand je serai un petit peu libre, je vais mettre ça sur table et puis je vais bien mettre les points sur les i. En tout cas, merci beaucoup, Quadio. C'était super intéressant. Et voilà, merci à vous.